Après avoir oublié le dessert à Noël, ma mère a hurlé, « Tu es une bonne à rien. Incapable d'apporter la seule chose que je t'ai demandé. » Ma sœur s'est approchée de moi, m'a craché au visage et a dit, « Eh bien, tu n'oublieras pas la prochaine fois qu'on te demandera quelque chose. » Pendant ce temps, mon père a déclaré avec un sourire narquois, « Quelle prochaine fois? Elle ne viendra plus. S'il te plaît, pars. » Tout le monde s'est mis à rire. Je me suis levée et j'ai dit, « Alors arrêtez de m'appeler quand vous avez besoin d'argent. » Et c'est là que ma mère a perdu tout contrôle. Elle a crié, « Attrapez-la. » Elle a du culot, et a commencé à me frapper avec une barre d'acier, ce qui m'a fait perdre connaissance. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà composé le numéro de mon mari, et c'est à ce moment-là que l'enfer s'est déchaîné quand il... Je n'aurais jamais pensé qu'un dîner de Noël chez mes parents se terminerait avec moi, inconsciente sur le sol de leur salon. Mais nous y voilà. Laissez-moi commencer par le début, car cette histoire a besoin de contexte pour comprendre à quel point la vengeance qui a suivi fut satisfaisante. Je m'appelle Sarah et j'ai 32 ans. Je suis mariée à mon mari Jake depuis 8 ans et nous avons 2 magnifiques enfants, Emma et Dylan. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été le distributeur automatique de billets de la famille pour mes parents, Robert et Linda Mitchell, et ma jeune sœur, Ashley. Chaque mois, sans faute, l'un d'eux appelait avec une histoire larmoyante sur le besoin d'argent pour le loyer, des réparations de voitures, des factures médicales ou simplement des urgences générales qui, curieusement, coïncidaient toujours avec de nouveaux sacs à main de créateurs ou des dîners coûteux au restaurant. Jake me disait depuis des années de couper les ponts avec eux. « Sarah, il t'utilise », disait-il en me serrant dans ses bras alors que je pleurais après un autre appel téléphonique culpabilisant de ma mère. « Tu travailles 60 heures par semaine comme infirmière et ils te traitent comme leur compte en banque personnel. » Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était ma famille, malgré tout, je continuais d'espérer que cette fois serait peut-être différente. Qu'ils apprécieraient enfin ce que je faisais pour eux. Le schéma était toujours le même. Ils étaient doux comme des agneaux quand ils avaient besoin de quelque chose, plein de « nous t'aimons » et de « tu es une si bonne fille et sœur ». Mais dès que j'arrivais aux réunions de famille, c'était comme si je devenais leur souffre-douleur préférée. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Ma cuisine était fade. Mes vêtements étaient démodés. Mes enfants étaient trop bruyants et mon mari n'était qu'un mécanicien, même si Jake possédait son propre garage de réparation automobile prospère. Ce Noël était censé être différent. J'étais en thérapie depuis 6 mois, travaillant à établir des limites, et j'avais en fait hâte de voir ma famille. Jake avait proposé de m'accompagner, mais j'avais insisté pour aller seul chez mes parents dans la banlieue de Cleveland. « Je peux les gérer », lui avais-je dit avec confiance. Les fameuses dernières paroles. Les ennuis ont commencé dès que j'ai franchi leur porte. J'avais apporté des biscuits faits maison, un gratin de haricots verts et du vin, mais j'avais complètement oublié le dessert que ma mère m'avait spécifiquement demandé d'apporter de la pâtisserie chic du centre-ville. Honnêtement, entre mes gardes doubles à l'hôpital et la préparation des enfants pour leur propre célébration de Noël, cela m'était tout simplement sorti de la tête. « Où est le tiramisu ?» a demandé ma mère, Linda, à la seconde où j'ai posé mon sac à main. Elle se tenait dans la cuisine, vêtue d'une nouvelle robe de créateur qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine, les bras croisés et son visage déjà tordu par cette expression familière de déception. « Oh non, maman. Je suis tellement désolée. J'ai complètement oublié avec tout ce qui se passe au travail. » Et tu as oublié. Sa voix est montée dans cet aigu strident dont je me souvenais de mon enfance. « Sarah, je t'ai demandé une chose. Une seule chose simple, et tu n'as même pas pu gérer ça. » Mon père, Robert, a levé les yeux de son fauteuil où il regardait le football. « C'est quoi le drame maintenant, Linda ? Ta fille, a-t-elle craché, a oublié la seule chose que je lui ai demandé d'apporter. Nous avons 12 personnes à dîner, et maintenant nous n'avons pas de dessert. Je peux courir au magasin en chercher un, ai-je proposé, attrapant déjà mes clés. Ne te dérange pas, intervint Ashley depuis le canapé où elle faisait défiler son téléphone. Ma sœur de 28 ans travaillait à temps partiel dans une boutique et vivait au sous-sol de mes parents, mais elle se comportait toujours comme si c'était elle qui avait réussi dans la vie.
Tout ce qui vient de l'épicerie aura un goût de carton après que maman a passé toute la journée à cuisiner. C'est là que ma mère a vraiment perdu le contrôle. Son visage est devenu rouge et elle s'est mise à hurler à plein poumon. Tu es une bonne à rien. Incapable d'apporter la seule chose que je t'ai demandé. C'est exactement pour ça que j'aurais dû arrêter d'avoir des enfants après Ashley. Au moins, elle écoute quand je lui dis quelque chose d'important. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'avais entendu des variantes de cela toute ma vie, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle a dit « bonne à rien », avec un tel venin qui m'a retourné l'estomac. Je suis restée là, dans leur cuisine, entourée de l'odeur de dinde et du son de la musique de Noël, me sentant comme cette petite fille effrayée qui ne pouvait jamais rien faire de bien. C'est alors qu'Ashley a décidé de se joindre à la fête. Elle s'est levée du canapé et s'est dirigée vers moi avec ce sourire suffisant sur son visage. Tu sais quoi, Sarah? Peut-être que ça t'aidera à te souvenir la prochaine fois. Avant que je puisse réagir, elle m'a craché directement au visage. Je suis restée là, sous le choc, sentant sa salive couler sur ma joue tandis que mes parents ne disaient pas un mot. Pas de « ça suffit ». Pas de « présente tes excuses à ta sœur ». Rien. Mon père a même gloussé depuis sa chaise. Quelle prochaine fois? Elle ne viendra plus. Sarah, s'il te plaît, pars. Tu as assez gâché Noël pour une année. C'est alors que tout le monde s'est mis à rire. Ma mère, ma sœur, même mon oncle Dave, qui venait d'arriver et ne savait même pas ce qui se passait. Ils riaient tous de moi. L'échec de la famille, la déception qui ne pouvait même pas se souvenir d'apporter un dessert. Quelque chose en moi a finalement craqué. J'ai essuyé la salive d'Ashley de mon visage avec le dos de ma main et je me suis redressée. Les rires se sont tus immédiatement. Le visage de ma mère est passé du rouge au violet. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Vous m'avez entendu. Arrêtez de m'appeler pour l'argent du loyer, les mensualités de la voiture, les factures de carte de crédit d'Ashley, les dettes de jeu de papa. Si je suis une si bonne à rien, alors vous n'aurez plus besoin de mon aide. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête alors qu'ils réalisaient ce que je disais. Au cours des 8 dernières années, je leur avais donné plus de 60 000 $. Les mensualités de la voiture de ma mère, les factures de carte de crédit d'Ashley qu'elle n'avait jamais pris la peine de payer elle-même, les dettes de jeu de mon père, l'aide pour leur hypothèque quand papa a perdu son emploi il y a 2 ans. Tout cela venait de mes chèques de paie. La voix de ma mère est tombée à un murmure dangereux. Espèce de petite ingrate après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement, ai-je demandé, me surprenant moi-même par le calme de ma voix. Parce que tout ce dont je me souviens, c'est qu'on me disait que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez jolie. Et apparemment, je ne suis même pas assez fiable pour apporter un dessert. C'est là que ma mère a complètement perdu le contrôle. Elle s'est remise à hurler. Attrapez-la. Elle a une grande gueule. Mon père a bondi de sa chaise et Ashley s'est déplacée pour bloquer la porte. J'ai réalisé avec une horreur croissante qu'ils avaient réellement l'intention de me retenir physiquement. Ma mère a disparu dans le garage et est revenue avec une barre d'acier que mon père utilisait pour des projets de bricolage. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai reculé vers le comptoir de la cuisine, mon cœur battant à tout rompre. Je t'apprends le respect, a-t-elle grondé, levant la barre au-dessus de sa tête. J'ai juste eu le temps de sortir mon téléphone de ma poche et d'appuyer sur le numéro abrégé de Jack avant qu'elle n'abatte cette barre sur mes épaules. La douleur était incroyable, traversant mon corps comme de l'électricité. J'ai trébuché et je suis tombée, et c'est là qu'elle s'est vraiment mise au travail. Le passage à tabac a duré environ 4 minutes, bien que cela m'ait semblé des heures. La barre s'abattait sur mon dos, mes bras, mes jambes. J'ai essayé de me rouler en boule pour me protéger, mais les coups continuaient de pleuvoir. Je pouvais entendre Ashley rire et l'encourager, mon père crier, c'est bien fait pour elle. Tout est devenu noir après un coup particulièrement violent à l'arrière de ma tête. Mais voici ce que je ne savais pas jusqu'à plus tard. Mon téléphone s'était connecté à Jack juste au moment où les coups ont commencé. Il a tout entendu. Ma mère qui hurlait, Ashley qui riait,
le son de cette barre frappant mon corps, mes appels à l'aide, puis le silence terrifiant quand j'ai perdu connaissance. L'appel a duré 7 minutes au total, 3 minutes de l'agression réelle, et 4 minutes de plus où ma famille discutait de ce qu'il fallait faire de mon corps inconscient. Jake m'a dit plus tard qu'il n'avait jamais bougé aussi vite de sa vie. Il a appelé le 911 tout en courant vers son camion, leur a donné l'adresse de mes parents et leur a dit qu'il y avait une situation de violence domestique en cours. Puis il a appelé son frère Marcus, qui est sergent de police, et son meilleur ami Tony, qui se trouve être bâti comme un linebacker et n'a jamais aimé ma famille. Ce qui s'est passé ensuite fut un chaos magnifique. Jake est arrivé le premier, environ 15 minutes après le début des coups. Il a dit qu'il pouvait entendre l'agitation depuis la rue. Il n'a pas pris la peine de frapper. Il a simplement défoncé la porte d'entrée comme dans un film d'action. Il m'a trouvée inconsciente sur le sol du salon, une mare de sang se formant autour de ma tête là où la barre avait heurté mon crâne. Ma mère se tenait au-dessus de moi, tenant toujours l'arme, respirant fort et transpirant comme si elle venait de terminer une séance d'entraînement. Ashley prenait des photos avec son téléphone, prévoyant probablement de poster quelque chose sur les réseaux sociaux pour dire que j'avais enfin appris ma leçon. Jake a dit que la rage qui l'a envahi était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Cette femme venait de battre sa femme jusqu'à l'inconscience avec une barre de métal pendant que sa belle-sœur documentait la scène comme une sorte de divertissement. « Éloignez-vous d'elle », a-t-il grondé. Et quelque chose dans sa voix devait être terrifiant, car ma mère a effectivement reculé d'un pas. « C'est notre maison », a dit mon père, essayant de paraître dur. « Tu ne peux pas simplement défoncer notre porte. »« Regardez-moi faire », a répondu Jake, s'agenouillant déjà à côté de moi pour vérifier mon pouls. « Et c'est ma femme que vous venez d'essayer de tuer, alors je me tairais si j'étais vous. » C'est à ce moment-là que la cavalerie est arrivée. Marcus est apparu le premier en uniforme complet, suivi de 2 autres officiers. Les ambulanciers étaient juste derrière eux. En quelques minutes, le salon de mes parents grouillait de premiers intervenants, et soudain, l'attitude de ma famille a complètement changé. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter l'histoire du point de vue de Jake, car ce qu'il a vécu pendant ces 12 minutes l'a changé à jamais. Jake était à la maison, aidant Emma avec ses devoirs pendant que Dylan jouait avec ses nouveaux jouets de Noël. La maison était paisible, chaleureuse, remplie de l'odeur des brioches à la cannelle que j'avais faites ce matin-là avant de partir chez mes parents. Il attendait avec impatience mon retour pour que nous puissions passer notre propre soirée de Noël tranquille en famille. Quand son téléphone a sonné et qu'il a vu mon nom, il a répondu joyeusement. « Salut chérie, comment ça se passe là-bas ? Prête à rentrer à la maison ?» Au lieu de ma voix, il a entendu ma mère hurler en arrière-plan. « Tu es une bonne à rien. » Puis le son de l'agitation, de meubles qui bougent, et ma voix, paniquée et effrayée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Le sang de Jake se glaça. En 8 ans de mariage, il ne m'avait jamais entendu paraître vraiment effrayé. Frustré par ma famille, oui. Blessé par leurs mots, constamment, mais jamais terrifié. « Sarah » a-t-il appelé dans le téléphone. « Sarah, qu'est-ce qui se passe ?» C'est alors qu'il a entendu la voix d'Ashley, cruelle et moqueuse. « Peut-être que ça t'aidera à te souvenir la prochaine fois. » Puis est venu un son qu'il n'oublierait jamais. Le bruit humide et écœurant de quelqu'un qui crache. « Quelle prochaine fois ? » « Elle ne viendra plus », vint la voix de mon père. « S'il te plaît, pars. » Jake se dirigeait déjà vers la porte, attrapant ses clés, son esprit s'emballant. Il savait que ma famille était difficile, mais cela ressemblait à toute autre chose. La cruauté dans leur voix, la façon dont ils parlaient de moi comme si je n'étais même pas humaine. C'était pire que tout ce qu'il avait imaginé. « Alors arrêtez de m'appeler quand vous avez besoin d'argent », m'a-t-il entendu dire. Et malgré tout, il a ressenti un élan de fierté. Enfin, sa femme leur tenait tête. Mais cette fierté s'est transformée en une terreur glaciale lorsqu'il a entendu la réponse de ma mère. « Attrapez-la. Elle a une grande gueule. » Jake courait vers son camion maintenant, le téléphone collé à l'oreille. Emma l'appelait, lui demandant où il allait. « Téléphone de papa. »
Urgence, lui a-t-il crié, sachant qu'elle comprendrait le code que nous avions établi pour quand les adultes devaient gérer quelque chose de sérieux. Les sons qui parvenaient par le téléphone étaient horribles. Il pouvait m'entendre crier, le bruit métallique de quelque chose de lourd heurtant quelque chose de solide. Mon père et Ashley criant des encouragements. On aurait dit une meute d'animaux s'attaquant à une proie. Sarah, a-t-il hurlé dans le téléphone en démarrant le camion. Sarah. Mais il n'y avait pas de réponse de ma part, juste les sons continus de la violence et la voix de ma mère, essoufflée par l'effort. Tu te crois meilleur que nous? Jake n'avait jamais conduit aussi imprudemment de sa vie. Il a grillé 3 feux rouges et a pris des virages à des vitesses qui auraient dû faire basculer son camion, tout en écoutant la femme qu'il aimait se faire battre jusqu'à l'inconscience. Le pire a été lorsque les sons venant de moi ont cessé, lorsque mes cris se sont transformés en gémissements, puis en rien du tout. Puis sont venues 4 minutes de la conversation la plus glaçante que Jake ait jamais entendue. Ma famille discutant de mon corps inconscient comme si j'étais un déchet dont il devait se débarrasser. Elle est morte, a demandé Ashley, et Jake pouvait l'entendre me pousser du pied. Elle respire, a répondu mon père nonchalamment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en tient à notre version, a dit ma mère, respirant lourdement. Elle est tombée et s'est cognée la tête. On a essayé de l'aider. Et le sang, a demandé Ashley. Nettoie-le et débarrasse-toi de cette barre. Jake se garait dans l'allée lorsqu'il entendit mon père dire, peut-être que ça lui apprendra enfin à nous respecter. La communication a été coupée, mais Jake en avait assez entendu. Il était à 15 minutes de route quand l'appel a commencé, pas 20, et il avait fait le trajet en 12 minutes de conduite dangereuse. La maison avait l'air normal de l'extérieur, des lumières de Noël scintillantes, des couronnes sur la porte, l'image de la joie des fêtes en banlieue. Mais Jake savait qu'à l'intérieur, la femme qu'il aimait gisait inconsciente, peut-être mourante, aux mains de sa propre famille. Il n'a pas hésité. La porte d'entrée était verrouillée, alors il l'a simplement défoncée. Le cadre de la porte s'est brisé, et il a fait irruption dans le salon comme un ange vengeur. La scène qui l'a accueilli était pire que tout ce qu'il avait imaginé. J'étais recroquevillé sur le sol dans une mare de sang, complètement immobile. Ma mère se tenait au-dessus de moi, ne tenant plus la barre. Elle l'avait cachée dans le garage comme Jake l'avait entendu le prévoir. Ashley était agenouillée à côté de ma forme inconsciente, mais plus avec son téléphone à la main. Ils avaient clairement essayé de mettre en scène la scène pour la faire passer pour un accident. Éloignez-vous d'elle, a grondé Jake, et quelque chose dans sa voix, une énergie primale et dangereuse, a même fait reculer mon père. Jake m'a dit plus tard qu'il n'avait jamais ressenti une telle rage auparavant, mais en me voyant étendue là, inconsciente, et sachant ce qu'il les avait entendus comploter au téléphone, il a également ressenti une froide satisfaction. Il n'avait aucune idée que toute leur conversation avait été enregistrée. Ashley a essayé de jouer l'innocente. Oh, Dieu merci, tu es là, Jake. Sarah est tombée et s'est cognée la tête. On essayait juste de l'aider. J'ai tout entendu, a dit Jake tranquillement, brandissant son téléphone, les coups, votre plan pour nettoyer le sang, votre mère cachant l'arme, tout. La couleur a quitté leur visage simultanément. Marcus est arrivé juste au moment où Jake vérifiait mon pouls, et la transformation du comportement de ma famille fut instantanée et pathétique. Soudain, les mêmes personnes qui riaient de me voir inconsciente sur leur sol essayaient de jouer les victimes. C'est un malentendu, a dit ma mère, laissant tomber la barre et essayant de lisser ses cheveux. Sarah est tombée et s'est cognée la tête. On essayait de l'aider. Marcus a regardé la barre d'acier, puis moi, inconsciente sur le sol avec des signes évidents de coups, puis le téléphone de Jake, qui enregistrait toujours l'audio. Madame, nous avons l'incident entier sur un appel téléphonique enregistré. Vous êtes en état d'arrestation pour agression avec une arme mortelle. L'expression sur le visage de ma mère était impayable. Le sourire narquois et suffisant a complètement disparu, remplacé par une peur authentique. Vous ne pouvez pas m'arrêter dans ma propre maison. En fait, si, je peux, et je le fais. Marcus était tout à fait professionnel en la menottant. Ashley Mitchell, vous êtes également en état d'arrestation pour complicité. Je n'ai rien fait,
a hurlé Ashley, mais le téléphone dans sa main avec les photos qu'elle avait prises racontait une autre histoire. Mon père a tenté de jouer la victime. C'est de la brutalité policière. C'est nous qui devrions porter plainte. Cet homme a défoncé notre porte. La deuxième officier, une femme nommée inspectrice Rodriguez, l'a regardé avec dégoût. Monsieur, votre femme vient de battre votre fille jusqu'à l'inconscience avec une barre de métal pendant que votre autre fille filmait. La dernière chose dont je me soucierai est une porte cassée. Les ambulanciers m'ont chargé sur une civière et Jack m'a accompagné à l'hôpital. J'ai dérivé entre conscience et inconscience pendant le trajet, mais je pouvais l'entendre au téléphone, et il ne plaisantait pas. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'était le chaos qui a éclaté chez mes parents après mon départ. Marcus avait demandé des renforts dès qu'il a vu l'étendue de ce qui s'était passé. En 1 heure, il y avait 6 voitures de police dans l'allée. Les voisins étaient sortis pour regarder et quelqu'un avait appelé la chaîne de nouvelles locales. Le soir, il y aurait un journaliste sur la pelouse de mes parents parlant d'un incident de violence domestique qui a choqué ce quartier de banlieue tranquille. L'arrestation de ma mère fut particulièrement satisfaisante, selon Marcus, qui me l'a raconté plus tard. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle était la victime, que je l'avais attaquée en menaçant de leur couper les vivres. Elle a exigé de parler au chef de la police, comme si son statut de femme blanche de la classe moyenne allait la sortir d'affaire pour avoir failli battre sa fille à mort. Madame, je suis le chef de la police, lui avait dit Marcus en la menottant, et vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. L'arrestation d'Ashley était encore meilleure. Elle avait été si arrogante, si sûre que rien ne lui arriverait parce qu'elle n'avait pas tenu l'arme. Mais l'appel téléphonique enregistré par Jack l'avait surprise en train d'encourager la violence et de discuter plus tard de la manière de la dissimuler. Ces enregistrements téléphoniques vous montrent encourageant activement l'agression et participant ensuite à un complot pour dissimuler des preuves, avait déclaré l'inspectrice Rodriguez. Cela fait de vous une complice d'agression aggravée. Ashley avait en fait ri. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour avoir parlé. En fait, si. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'agression aggravée, conspiration et non-assistance à personne en danger. L'expression sur le visage d'Ashley lorsque les menottes se sont refermées était apparemment impayable. Elle était passée de la supériorité suffisante à la panique authentique en quelques secondes. Mon père avait essayé de jouer le spectateur innocent, affirmant qu'il avait été trop choqué pour intervenir. Cela aurait pu marcher si les voisins ne l'avaient pas entendu rire pendant l'agression, et si l'appel enregistré de Jack ne l'avait pas surpris en train d'encourager activement ma mère. Mais la cerise sur le gâteau fut ce qui s'est passé lorsqu'ils ont essayé d'obtenir une libération sous caution. Jennifer Walsh, l'avocate que Jack avait trouvée, travaillait déjà en coulisses avant même que je ne me réveille à l'hôpital. Elle avait déposé une requête d'urgence pour refuser la caution, arguant que les 3 accusés constituaient une menace continue pour ma sécurité. Votre honneur, avait-elle plaidé lors de l'audience de cautionnement le lendemain, ces accusés ont attiré la victime chez eux sous prétexte d'une réunion de famille, puis l'ont physiquement retenue et battue jusqu'à l'inconscience avec une arme mortelle lorsqu'elle a tenté d'affirmer des limites de base concernant le soutien financier. Nous avons l'intégralité de l'agression enregistrée sur le téléphone du mari de la victime, y compris leur conversation post-agression sur la dissimulation des preuves. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était une attaque calculée conçue pour intimider la victime afin qu'elle continue de subventionner leur style de vie. Le juge avait examiné les preuves, l'appel téléphonique enregistré capturant à la fois l'agression et la discussion sur la dissimulation, le rapport médical montrant l'étendue de mes blessures, et a refusé la caution pour les 3. Ma mère s'était en fait évanouie dans la salle d'audience en réalisant qu'elle ne rentrerait pas chez elle. Pendant ce temps, j'étais à l'hôpital pendant 1 semaine, me remettant d'une grave commotion cérébrale, de 2 côtes cassées et de multiples contusions et lacérations. Les médecins s'inquiétaient d'un édème cérébral, et j'ai passé les premiers jours à dériver entre conscience et inconscience pendant que mon cerveau essayait de comprendre ce qui s'était passé. Jack a à peine quitté mon chevet. Sa mère, Carol, était venue rester avec Emma et Dylan, et son frère, Marcus, s'occupait de toute la paperasse policière. Tony avait contacté Jennifer Walsh et l'avait engagée avant même que je ne me réveille. « Tony, j'ai besoin que tu me rendes un service », disait-il pendant un de mes moments de lucidité.
Tu te souviens de ton amie avocate? Sarah va avoir besoin de la meilleure qu'on puisse trouver. Marcus, peux-tu t'assurer qu'il n'obtienne pas de caution? Je ne veux pas qu'il s'approche de Sarah pendant qu'elle se rétablit. Maman, peux-tu venir rester avec nous quelques semaines? Sarah va avoir besoin d'aide avec les enfants. Il s'occupait de tout, me protégeant d'une manière que ma propre famille n'avait jamais fait. Mais Jake faisait aussi face à son propre traumatisme. Il n'avait jamais vu une telle violence auparavant, et il se reprochait de ne pas être allé avec moi chez mes parents. La culpabilité le rongeait. J'aurais dû savoir, n'arrêtait-il pas de dire à Marcus pendant que je dormais. J'aurais dû réaliser à quel point ils étaient vraiment mauvais. Les choses qu'ils lui ont dites, la façon dont ils ont ri pendant qu'elle était inconsciente. Quel genre de personne fait ça à sa propre fille? Marcus, qui avait vu beaucoup de violences domestiques dans sa carrière, essayait de le rassurer. Jake, tu ne peux pas t'en vouloir. Même moi, je ne pensais pas qu'ils étaient capables de ce niveau de violence. Abus émotionnel, manipulation financière, bien sûr, mais tentative de meurtre. Personne n'a vu ça venir. Je l'ai entendu se faire battre jusqu'à l'inconscience au téléphone, Marcus. 12 minutes à écouter ma femme crier à l'aide alors que j'étais à 20 minutes de là. Je n'oublierai jamais ces sons. C'est Marcus qui a suggéré à Jake de commencer à voir un thérapeute aussi. Tu as aussi vécu un traumatisme, mon frère. N'essaie pas de t'en sortir tout seul. L'assistante sociale de l'hôpital, une femme aimable nommée Madame Patterson, est également devenue partie intégrante de notre équipe de soutien. Elle travaillait avec des victimes de violences domestiques depuis 20 ans. Et elle m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas seulement un dysfonctionnement familial. C'était une agression criminelle. Sarah, a-t-elle dit doucement lors d'une de nos séances, je veux que vous compreniez que les familles normales ne se battent pas jusqu'à l'inconscience pour des desserts oubliés. Il ne s'agissait pas du tiramisu. Il s'agissait de contrôle. Et quand vous avez menacé leur source de revenus, ils ont escaladé vers la violence pour essayer de vous remettre dans le rang. Elle avait raison. Bien sûr, le dessert n'avait été qu'un prétexte. Le vrai crime était que je leur avais enfin tenu tête, que j'avais enfin menacé de couper l'argent qui finançait leur style de vie. Madame Patterson m'a aussi aidé à gérer la culpabilité que je ressentais. Je sais que ça semble fou, lui ai-je dit, mais une partie de moi se sent mal qu'il soit en prison. C'est ma famille. Ce n'est pas fou du tout, m'a-t-elle assuré. C'est en fait très normal que les victimes d'abus se sentent coupables de tenir leurs agresseurs pour responsables. Vous avez été conditionnés à donner la priorité à leurs besoins plutôt qu'à votre propre sécurité. Mais Sarah, ils vous ont presque tué. Si Jake n'était pas arrivé quand il l'a fait, si cet appel n'avait pas été enregistré, vous ne seriez peut-être pas là en ce moment. L'ampleur de cette réalité commençait à peine à s'imposer. J'étais passé très près de la mort sur le sol du salon de mes parents, battu à mort par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Mais il y avait une autre information qui allait rendre tout cela encore plus surréaliste. Le docteur Martinez, le neurologue qui traitait ma commotion cérébrale, est venu me voir le 4e jour à l'hôpital, alors que j'étais enfin capable de tenir des conversations cohérentes. Sarah, je dois discuter de quelque chose avec vous. Nous avons fait un bilan neurologique complet en raison de la gravité de vos blessures à la tête et nous avons trouvé des schémas préoccupants. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre de schéma? Il y a des preuves suggérant un traumatisme crânien antérieur. L'imagerie montre de vieilles cicatrices compatibles avec des impacts précédents. Quelqu'un vous a-t-il déjà frappé à la tête avant cet incident? Je l'ai regardé fixement, mon esprit reconstituant lentement les pièces du puzzle. L'expression du docteur Martinez était sombre. Sarah, ce que je vois suggère un schéma de blessure à la tête au fil du temps. Ces preuves médicales pourraient être importantes pour votre affaire judiciaire. Cela change tout, a dit Jake tranquillement. Jennifer Walsh s'est montrée très intéressée par cette nouvelle information lorsqu'elle m'a rendu visite le lendemain. Sarah, cela établit un schéma de violence croissante. Cela montre que ce qui s'est passé à Noël n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement d'une vie d'abus. Elle était déjà en train de monter notre dossier, à la fois pénal et civil, et ses preuves médicales allaient être cruciales.
Je me suis réveillée à l'hôpital 3 jours plus tard avec une commotion cérébrale, 2 côtes cassées et plus de bleus que je ne pouvais compter. Jake dormait dans le fauteuil à côté de mon lit, me tenant la main. Au moment où j'ai bougé, il était grand réveillé. « Salut ma belle », a-t-il dit doucement, écartant les cheveux de mon visage. « Comment te sens-tu » Comme si j'avais été heurtée par un camion, ai-je croassé. « Que s'est-il passé ? Où sont les enfants ? Ils sont avec ma mère. Ils pensent que tu as eu un accident au travail et c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'instant. » Son visage s'est durci. « Ta famille est en prison et ils vont y rester un moment. » C'est alors qu'il m'a tout raconté ce qui s'était passé après que j'ai perdu connaissance. Ma mère avait été inculpée d'agression aggravée avec une arme mortelle, un crime grave passible de 20 ans de prison. Ashley était accusée de complicité et de falsification de preuves pour avoir tenté de supprimer les photos de son téléphone. Mon père était accusé de conspiration et de non-assistance à personne en danger lors d'une agression criminelle. Mais Jake n'avait pas fini. J'ai aussi appelé ta banque et leur ai demandé de geler tous les comptes que tu partages avec tes parents, a-t-il dit. Et j'ai contacté cette avocate que Tony a recommandée. Jennifer Walsh. Elle est spécialisée dans le droit de la famille et les cas de violence domestique. L'enquête financière qui a suivi a été une révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Jennifer a travaillé avec un expert comptable judiciaire nommé David Chen pour retracer chaque centime que j'avais donné à ma famille au fil des ans. Ce qu'ils ont découvert était un abus financier systématique qui allait bien au-delà de ce que j'avais réalisé. David m'a présenté ses conclusions après ma sortie de l'hôpital, lorsque j'étais mentalement assez claire pour comprendre toute l'étendue de la situation. Sarah, au cours des 8 dernières années, vous avez donné à votre famille 87 000 $ en paiement direct. Mais ce n'est pas le pire. Il m'a montré des feuilles de calcul qui m'ont retourné l'estomac. Ils ont utilisé votre soutien financier pour obtenir des crédits auxquels ils ne pouvaient pas prétendre seuls. Votre mère a contracté un prêt de 30 000 $ en utilisant les paiements que vous lui faisiez comme preuve de revenus. Votre père a ouvert 3 cartes de crédit en vous inscrivant comme co-emprunteur à votre insu. Ashley a utilisé votre adresse comme résidence principale sur des documents financiers pour obtenir de meilleurs taux. Ils ont commis une usurpation d'identité, ai-je demandé, choquée. Plusieurs formes de fraude, en fait. Et voici le clou du spectacle. Ils vous déclarent comme personne à charge sur leurs impôts depuis 5 ans, obtenant des remboursements pour vous soutenir alors que c'est vous qui les souteniez. Jennifer prenait des notes furieusement. C'est parfait. Nous ne parlons plus seulement d'agression. Nous parlons d'un schéma de fraude financière et d'usurpation d'identité s'étalant sur des décennies, l'agression de Noël étant une tentative de maintenir leur flux de revenus illégal. Mais l'enquête financière a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Mes parents planifiaient depuis longtemps de s'assurer que je ne pourrais jamais leur couper les vivres. David avait trouvé des emails entre ma mère et un avocat datant de 2 ans plus tôt, discutant des moyens de forcer légalement les enfants adultes à soutenir leurs parents. Ils avaient fait des recherches sur les lois sur l'obligation alimentaire et cherché des moyens de me faire déclarer légalement obligée de subvenir à leurs besoins. Ils ne profitaient pas seulement de votre générosité, a expliqué Jennifer. Ils recherchaient activement des moyens de la rendre légalement obligatoire. L'agression de Noël n'était que le plan B lorsque leurs recherches juridiques n'ont pas abouti. Les preuves continuaient de s'accumuler. Ma mère avait raconté aux gens de son église que j'étais financièrement irresponsable et qu'elle et mon père devaient gérer mon argent pour m'empêcher de le gaspiller. Elle avait créé tout un récit dans lequel elle était la parente responsable aidant sa fille en difficulté, alors que la réalité était tout le contraire. Ashley avait été encore pire. Elle avait utilisé mon soutien financier comme levier dans ses propres relations, se vantant auprès de ses petits amis que sa riche sœur la sortirait toujours d'affaires. Elle s'était attribué le mérite de dons de charité que j'avais faits, prétendant être la généreuse de la famille. Mon père avait été le plus troublant de tous. Il tenait un journal détaillé de chaque dollar que je leur avais donné, avec des notes sur la façon de me motiver à donner plus. Des entrées comme « Sarah semblait contrariée lorsque nous avons critiqué son rôle de parent. Peut-être menacée de ne pas voir les petits-enfants, et « Elle donne toujours plus quand Ashley pleure, il faut coacher Ashley pour qu'elle soit plus émotive. »
C'était de la manipulation à un niveau clinique. Jennifer a utilisé toutes ses preuves pour brosser un tableau pour la procureure qui allait bien au-delà d'une simple affaire d'agression. Angela, c'est une entreprise criminelle organisée. Ils ont systématiquement escroqué ma cliente pendant des années, utilisant la manipulation émotionnelle et maintenant la violence physique pour maintenir leur flux de revenus. Angela Torres, la procureure, était fascinée par l'affaire. C'était une femme coriace dans la quarantaine, spécialisée dans la violence domestique, et elle n'avait jamais vu un abus financier dégénérer en tentative de meurtre de cette manière. Le niveau de préméditation ici est stupéfiant, nous a-t-elle dit lors d'une réunion. Ce n'était pas une dispute familiale qui a mal tourné. C'était une attaque coordonnée conçue pour terroriser Sarah afin qu'elle se soumette à nouveau. Elle a décidé de poursuivre les charges maximales possibles. Ma mère ferait face à une tentative de meurtre, une agression aggravée, une fraude financière et une usurpation d'identité. Ashley ferait face à une complicité de tentative de meurtre, une falsification de preuves et un complot en vue de commettre une fraude. Mon père ferait face à des accusations de conspiration pour tout ce qui précède. Nous envisageons des peines potentielles de 25 ans pour votre mère, 15 pour Ashley et 12 pour votre père, a expliqué Angela. Je veux qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils ont fait. Pendant ce temps, l'attention des médias devenait un problème pour ma famille. L'histoire avait tout ce que les journalistes aimaient, un secret de famille de banlieue, une violence choquante, une fraude financière. Les nouvelles locales l'avaient d'abord reprise, puis elle s'était étendue aux médias régionaux. Une infirmière locale battue jusqu'à l'inconscience par sa famille après avoir refusé un soutien financier, était le titre qui a fait la une du Cleveland Plain Dealer. L'histoire incluait des détails sur l'appel téléphonique enregistré, les photos des preuves et la fraude financière plus large. Les amis de l'église de ma mère ont commencé à appeler la maison, maintenant vide puisque les trois étaient en prison, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Son groupe d'études bibliques pour femmes était particulièrement choqué. Linda Mitchell s'était toujours présentée comme une mère chrétienne parfaite qui avait élevé des filles brillantes. Les voisins se régalaient. Madame Henderson, qui habitait à côté, a déclaré aux journalistes qu'elle s'était toujours demandé comment mes parents pouvaient se permettre leur style de vie avec les revenus sporadiques de mon père. Maintenant, tout s'explique, a-t-elle dit. Cette pauvre fille soutenait toute la famille et ils l'ont presque tuée pour ça. Les amis d'Ashley se distançaient rapidement. Son compte Instagram, qui était plein de photos de dîners coûteux et de virées shopping, avait soudain l'air différent dans ce contexte. Les gens ont commencé à commenter d'anciens messages, demandant qui avait vraiment payé pour tous ces luxes. Les copains de beuverie de mon père au bar local étaient moins surpris. Apparemment, Robert se vantait depuis des années que sa fille qui réussissait le maintenait dans le confort. Il disait toujours qu'elle était bonne pour l'argent quand il en avait besoin, a déclaré l'un d'eux à un journaliste. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il la frapperait pour ça. La partie la plus surréaliste a été le soutien que j'ai reçu de parfaits inconnus. Des cartes et des fleurs ont afflué à l'hôpital de la part de personnes qui avaient entendu l'histoire et étaient scandalisées en mon nom. Des infirmières d'autres hôpitaux ont envoyé des messages de solidarité. La coalition contre la violence domestique de Cleveland a demandé s'ils pouvaient utiliser mon cas comme exemple dans leur support de formation. C'est pour ça que nous faisons ce travail, m'a dit Madame Patterson. Votre histoire aide d'autres personnes à reconnaître l'abus financier dans leur propre vie. Mais la meilleure partie de toute cette période a été de voir Jake devenir le mari protecteur dont j'avais toujours eu besoin. Il filtrait tous mes appels téléphoniques, traitait avec les journalistes et s'assurait que j'avais l'espace nécessaire pour guérir sans être submergé par le cirque entourant l'affaire. Il a également commencé à suivre une thérapie lui-même pour gérer ce qu'il avait vécu. J'entends toujours ces bruits, m'a-t-il dit un soir. Le son de cette barre qui te frappe, ta voix quand tu as crié. Je me réveille parfois en pensant que j'écoute encore la scène se dérouler et qu'il n'y a rien que je puisse faire pour l'arrêter. La docteure Sarah Williams, la thérapeute qu'il voyait, l'a aidé à comprendre que son traumatisme était réel et valide. Vous avez été forcé d'écouter la femme que vous aimez se faire torturer, a-t-elle expliqué. Cela aura des effets psychologiques durables. Mais Jake traitait aussi sa colère de manière saine pour la première fois. Avant, je pensais que ta famille était juste agaçante, m'a-t-il dit.
Maintenant, je comprends que ce sont des gens vraiment dangereux. La planification, la manipulation, la violence. Ce ne sont pas des problèmes familiaux normaux. Les enfants géraient tout mieux que prévu, grâce à la gestion prudente de Carole sur ce qu'ils savaient. Emma, qui a 10 ans, a compris que Mamie Linda avait fait quelque chose de très mal à maman et que c'est pour cela qu'elle était en prison. Dylan, qui a 7 ans, savait juste que maman était à l'hôpital et serait bientôt à la maison. Est-ce qu'on les verra encore pour Noël, a demandé Emma un jour. Non, ma chérie, a répondu Jake doucement. Mamie Linda, Papy Robert et Tante Ashley ont fait de très mauvais choix, et maintenant ils ne peuvent plus être autour de notre famille. Ce n'est pas grave, a dit Emma avec l'honnêteté brutale des enfants. Ils étaient toujours méchants avec maman de toute façon. La vérité sort de la bouche des enfants. Jennifer Walsh s'est avérée être tout ce que Jake avait promis et plus encore. C'était une petite femme dans la cinquantaine avec des cheveux gris acier et le genre de confiance qui vient de la victoire dans des affaires que d'autres n'auraient pas touchées. Elle m'a rendu visite à l'hôpital le lendemain et a exposé nos options. Sarah, ce qui vous est arrivé est une tentative de meurtre, pas seulement une agression, a-t-elle dit sans ambages. La barre d'acier, la gravité de vos blessures, le fait qu'il vous ait empêché de partir. Cela va bien au-delà d'une simple dispute familiale. Nous allons engager des poursuites pénales et un procès civil. Je veux juste qu'ils me laissent tranquille, ai-je dit faiblement. Oh, ma chérie, ils feront bien plus que ça quand j'en aurai fini avec eux. Le procès civil est devenu vraiment intéressant. Jennifer a découvert que mes parents avaient utilisé mon soutien financier pour maintenir un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La maison où ils vivaient ? J'en payais l'hypothèque depuis 2 ans. La voiture d'Ashley ? J'avais co-signé le prêt et fait la plupart des paiements. Les cartes de crédit de ma mère ? Devinez qui était listé comme garant. Nous allons plaider qu'ils vous ont agressé pour vous empêcher de retirer le soutien financier qui permettait leur style de vie, a expliqué Jennifer. C'est de l'abus financier combiné à de la violence physique, et les tribunaux de l'Ohio ne voient pas cette combinaison d'un bon œil. Le procès pénal a eu lieu en premier. La procureure, une femme brillante nommée Angela Torres, avait un dossier en béton grâce à l'appel téléphonique enregistré de Jake et aux propres photos de l'agression d'Ashley. L'enregistrement a été diffusé au tribunal, et j'ai observé les visages des jurés alors qu'ils entendaient ma mère crier en me frappant avec cette barre. L'avocat de ma mère a tenté de plaider la légitime défense, affirmant que je les avais menacés en retirant mon soutien financier. Cet argument s'est rapidement effondré lorsque Jennifer a souligné que menacer d'arrêter de donner de l'argent aux gens n'est pas une menace réelle. C'est une décision personnelle. Ashley a tenté de prétendre qu'elle n'était qu'une spectatrice, mais les photos sur son téléphone racontaient une autre histoire. Elle avait pris plus de 30 photos de l'agression, dont certaines en gros plan de mes blessures avec des légendes qu'elle avait prévues de poster sur les réseaux sociaux pour se moquer de moi. La défense de mon père était qu'il avait été trop choqué pour intervenir. Cela aurait pu fonctionner s'il n'avait pas été celui qui avait bloqué la porte et m'avait dit de partir en premier lieu. Le procès a duré 2 semaines. J'ai témoigné sur des années d'abus financiers et de manipulation émotionnelle, sur la façon dont ils avaient utilisé mon amour pour eux contre moi à plusieurs reprises. Jake a témoigné de ce qu'il avait entendu au téléphone et de l'état dans lequel il m'avait trouvé. Les ambulanciers ont témoigné de mes blessures. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Ma mère a été condamnée à 8 ans de prison. Ashley a eu 4 ans. Mon père a eu 3 ans et 5 ans de probation. Nous visons des peines qui reflètent la gravité de l'agression tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'une première infraction pour un crime violent, m'a expliqué Angela après le verdict. La peine de votre mère a été alourdie parce qu'elle était l'agresseur principal et en raison de la préméditation évidente dans la conversation enregistrée. Le procès civil a été ma véritable vengeance, mais il a dû attendre la résolution de l'affaire pénale. Jennifer avait fait ses devoirs. Elle a retracé chaque centime que je leur avais donné au fil des ans, a documenté chaque cas d'abus financier et a calculé non seulement ce que je leur avais donné, mais aussi ce que cet argent aurait pu rapporter si je l'avais investi. Le montant final était stupéfiant, 87 000 $ de paiement direct, plus 63 000 $ de potentiel d'investissement perdu,
plus 150 000 $ de dommages-intérêts punitifs, soit près de 300 000 $ au total. Mais ils n'ont pas ce genre d'argent, ai-je protesté quand Jennifer m'a montré les chiffres. Elle a souri. C'est là que ça devient intéressant. Ils vont devoir tout liquider. La maison que vous payez? Nous forçons la vente. La voiture d'Ashley? Disparu. Les bijoux de votre mère, les outils de votre père, tout. Et si ce n'est pas suffisant, nous saisirons tous les salaires qu'ils gagneront au cours des 20 prochaines années. La maison s'est vendue 145 000 $, ce qui a couvert la plupart de ce qu'ils me devaient en paiement direct. La voiture d'Ashley a été saisie quand elle n'a pas pu effectuer les paiements depuis la prison. La collection de vêtements de créateurs et de bijoux de ma mère, qu'elle avait acheté avec mon argent, a été vendue aux enchères pour payer les frais de justice et la restitution. Mais le meilleur est arrivé 3 ans plus tard, lorsque ma mère a été libérée sur parole après avoir purgé la majeure partie de sa peine avec bonne conduite. Ma mère m'a appelé en pleurant depuis un téléphone public dans un refuge pour femmes. « Sarah, ma chérie, je suis tellement désolée », a-t-elle sangloté. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Pourras-tu jamais me pardonner? Nous avons besoin de ton aide. Nous n'avons nulle part où aller. Pendant un instant, j'ai failli retomber dans mes anciens travers. J'ai presque ressenti de la culpabilité pour le désastre qu'était devenu leur vie. J'ai presque offert mon aide. Puis je me suis souvenu de la sensation de cette barre d'acier sur mon dos. Du son d'Ashley riant pendant qu'on me battait. Des années à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien pendant qu'il prenait mon argent. Non, ai-je dit simplement. Comment ça, non? Je veux dire, non, je ne te pardonnerai pas. Non, je ne t'aiderai pas. Et non, tu ne peux plus avoir mon argent. Ma voix était stable et calme. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez décidé de me battre jusqu'à l'inconscience. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. Mais nous sommes de la même famille. La famille n'essaie pas de s'entretuer pour un dessert oublié. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Ashley a tenté de me contacter via Facebook quelques semaines plus tard, m'envoyant de longs messages sur le fait qu'elle avait appris sa leçon et avait juste besoin d'un petit prêt pour se remettre sur pied. J'ai fait des captures d'écran de chaque message et les ai envoyés à Jennifer, qui les a transmises à l'agent de probation d'Ashley. Me contacter violait l'ordonnance restrictive, et elle a fini par passer 3 mois de plus en prison. Mon père a fait une tentative pour me contacter à l'atelier de Jake, se présentant ivre et exigeant de me parler. Jake l'a fait arrêter pour violation de l'ordonnance restrictive et ivresse sur la voie publique. Il a passé une semaine en prison et a perdu son emploi à temps partiel en conséquence. La dernière partie de la vengeance est venue 1 an plus tard, lorsque j'ai reçu un appel de Jennifer. « Sarah, vous n'allez pas le croire », a-t-elle dit en riant. Votre mère essaie de vous poursuivre pour détresse émotionnelle, affirmant que votre refus de les aider après leur libération lui a causé un traumatisme psychologique. Peut-elle faire ça? Elle peut essayer, mais c'est le procès le plus futile que j'ai jamais vu. Elle se représente elle-même parce qu'aucun avocat ne prendra l'affaire. Je vais déposer une requête en irrecevabilité et nous allons également demander des sanctions contre elle pour avoir intenté une action en justice de mauvaise foi. La requête a été acceptée et ma mère a été condamnée à payer 5 000 $ de frais de justice pour avoir fait perdre du temps à tout le monde. Comme elle travaillait dans un fast-food pour le salaire minimum, cela signifiait que ses chèques de paie seraient saisis pendant les 2 années suivantes. 4 ans se sont écoulés depuis ce Noël d'enfer, et ma vie n'a jamais été aussi belle. Sans le fardeau constant de soutenir ma famille financièrement et émotionnellement, Jake et moi avons pu acheter une plus grande maison dans un meilleur quartier. Emma et Dylan s'épanouissent dans leurs nouvelles écoles et nous avons commencé un fonds d'études pour eux avec l'argent que j'envoyais à mes parents. J'ai terminé mon diplôme d'infirmière et j'ai été promue infirmière en chef aux soins intensifs. Jake a agrandi son garage et a embauché 3 autres mécaniciens. Nous prenons de vraies vacances maintenant, au lieu de dépenser nos économies pour les urgences de ma famille. Les enfants posent parfois des questions sur leurs grands-parents, mais nous leur avons simplement dit que certaines personnes ne sont pas sûres à fréquenter, et que ce n'est pas grave. Ils ont les parents de Jake qui les aiment et les gâtent de manière appropriée, et c'est suffisant.
Je vais toujours en thérapie, travaillant à défaire 30 ans de conditionnement qui m'ont appris que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais faire pour les autres. C'est un travail difficile, mais j'apprends à fixer des limites, à dire non sans culpabilité et à reconnaître la manipulation avant qu'elle ne m'attrape. La meilleure vengeance, j'ai appris, n'est pas nécessairement de faire payer quelqu'un pour ce qu'il vous a fait. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre sans eux. Ma famille pensait pouvoir me contrôler par la culpabilité et la manipulation. Que je reviendrais toujours en rampant parce que la famille, c'est la famille. Ils pensaient pouvoir prendre mon argent, abuser de ma générosité et me traiter comme une moins que rien parce que je n'aurais jamais la force de partir. Ils avaient tort. Chaque mois où je ne leur envoie pas d'argent, chaque fête où je ne me présente pas pour être leur souffre-douleur, chaque succès que Jack et moi remportons sans que leur toxicité ne nous tire vers le bas, voilà ma vengeance. Vivre heureux sans eux est la plus grande revanche de toutes. Noël dernier, 4 ans après l'agression, Jack et moi avons organisé le dîner chez nous. Nous avons invité sa famille, quelques amis proches et nos voisins. Emma et Dylan m'ont aidé à faire des biscuits, et oui, je me suis souvenu d'aller chercher le dessert à la pâtisserie chic du centre-ville. Nous avons ri, joué à des jeux et partagé ce pourquoi nous étions reconnaissants. Personne ne m'a crié dessus. Personne ne m'a traité de bonne à rien. Personne ne m'a craché au visage, ni essayé de me battre jusqu'à l'inconscience. C'était parfait. Alors que je mettais les enfants au lit ce soir-là, Emma a demandé, « Maman, pourquoi pleures-tu » ? « Parce que je suis heureuse, ma chérie, lui ai-je dit, essuyant des larmes de gratitude. Ce sont des larmes de joie.